Ce matin d'avril a commencé comme tant d'autres dans mon appartement du quartier Saint-Germain. Le ciel clair de Paris promettait une journée tranquille pour une visite de plus à la pharmacie. Mon gendre Philippe avait insisté pour aller chercher mes médicaments, comme il le faisait depuis quelques mois. « Madame Moreau, vous n'avez pas besoin de vous fatiguer avec cette marche. Je m'en occupe pour vous, » disait-il avec ce sourire, qui, je m'en rends compte maintenant, cachait des intentions sombres. Pendant que je partage cette histoire difficile avec vous, je vous demande de laisser un like pour que plus de personnes puissent connaître ce témoignage. Peut-être pourrons-nous ainsi éviter que d'autres personnes âgées vivent ce que j'ai vécu. À 73 ans, je n'étais pas vraiment enthousiaste à l'idée de changer mes habitudes. Mais Philippe et Sophie, ma fille, ont tellement insisté que j'ai fini par céder. Je voulais faire plaisir, maintenir l'harmonie familiale. Nous vous aidons pour les choses les plus difficiles, m'assurait Philippe, avec une sollicitude qui, je m'en rends compte maintenant, aurait dû éveiller mes soupçons. Depuis que j'ai perdu mon mari Robert, il y a 5 ans, je vivais seule dans mon appartement. Sophie, ma fille unique, avait épousé Philippe après l'avoir rencontré dans un groupe de soutien pour personnes divorcées. Elle travaillait comme infirmière à l'hôpital public, des horaires interminables, surtout depuis la pandémie. Philippe était au chômage depuis 3 ans, depuis qu'il avait perdu son poste de conseiller en assurance. Au début, son attention était réconfortante. Ma fille avait trouvé un homme qui semblait prendre soin non seulement d'elle, mais aussi de moi. « Je vais organiser vos médicaments dans un pilulier, Madame Moreau. Comme ça, vous n'oublierez aucune dose, » suggéra Philippe un jour. Et c'est ainsi qu'a commencé un contrôle qui est devenu de plus en plus strict sur ma médication. Ma petite retraite de couturière et le loyer d'un bien immobilier dont j'avais hérité constituaient tout mon revenu. Ce n'était pas beaucoup, mais cela me permettait de vivre dignement et d'aider occasionnellement Sophie. « Madame Moreau, avez-vous déjà pensé à vendre cette propriété? Vous pourriez investir l'argent et avoir un meilleur rendement, » commenta-t-il pendant un dîner, comme si de rien n'était. « Non, mon garçon, ce loyer est garanti chaque mois. Je ne comprends rien à ces investissements modernes, » ai-je répondu, sans savoir que ce simple refus serait le début d'un plan macabre. Les visites de Philippe sont devenues plus fréquentes et plus longues. Il a commencé à apparaître même quand Sophie était à l'hôpital, toujours avec une excuse pour vérifier comment j'allais. C'est à cette époque que j'ai commencé à ressentir les premiers symptômes étranges, des nausées occasionnelles, des vertiges, une fatigue inexplicable. Rien d'assez grave pour m'emmener à l'hôpital, mais inconfortable et persistant. Toujours après avoir pris mes médicaments pour la tension, je remarquai un léger goût amer que je ne me souvenais pas avoir senti auparavant. « Ce doit être juste un changement dans le médicament générique », expliqua Philippe quand j'en ai parlé. « Ou peut-être l'âge qui avance, Madame Moreau. Vous n'êtes plus toute jeune. » De petits incidents ont commencé à se produire plus fréquemment. Mon téléphone portable qui est tombé accidentellement dans l'eau quand Philippe était à proximité. La ligne téléphonique fixe qui présentait des problèmes intermittents, toujours quand je mentionnais que j'allais appeler mes vieilles amies. « Philippe, je pense que j'ai besoin de voir un médecin. Je ne me sens pas bien ces derniers temps, » ai-je commenté un après-midi, quand les symptômes semblaient en s'aggraver. « Ne vous inquiétez pas, Madame Moreau, tout est au normal pour votre âge. De plus, les hôpitaux sont pleins de maladies. Vous ne voulez pas attraper le Covid, n'est-ce pas? Je peux moi-même vérifier votre tension ici. » C'est ainsi que Philippe m'a, peu à peu, isolé du monde extérieur. Mes amis appelaient de moins en moins. Le médecin semblait de plus en plus distant. Et même Sophie, ma propre fille, a commencé à faire plus confiance au diagnostic de son mari concernant ma santé qu'à mes propres plaintes. Le véritable tournant s'est produit un jeudi après-midi. Je venais de prendre mes médicaments du matin, soigneusement organisés par Philippe dans le pilulier hebdomadaire. Le goût amer semblait encore plus fort, et le vertige qui a suivi était si intense que j'ai dû m'accrocher à la table pour ne pas tomber. Quand je me suis un peu remise,
j'ai réalisé que j'avais laissé tomber mon sac, répandant son contenu sur le sol. En ramassant mes affaires, j'ai trouvé un papier plié que je n'ai pas immédiatement reconnu. C'était une ancienne ordonnance médicale, avec la prescription de mon péridopril, le médicament pour l'hypertension. Ce qui a attiré mon attention, c'était la note manuscrite du docteur Laurent, mon cardiologue. Comprimé blanc, petit, sans odeur. J'ai regardé le pilulier et les comprimés qui restaient. Ils étaient effectivement blancs, mais ils avaient des taches étranges et une légère odeur que je n'avais jamais remarquée auparavant. Quelque chose n'allait pas avec mes médicaments. Cet après-midi-là, quand Philippe est parti, j'ai marché avec difficulté jusqu'à la pharmacie Santé Vie. La clochette de la porte a annoncé mon entrée et le visage de M. Dupont s'est illuminé en me voyant. « Madame Moreau, quelle bonne surprise! Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vue par ici. Votre gendre est venu chercher vos médicaments. »« Monsieur Dupont, ai-je murmuré en m'approchant du comptoir. J'ai besoin de votre aide. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec mes médicaments. » Dans le petit bureau au fond de la pharmacie, j'ai montré à M. Dupont les comprimés que j'avais apportés avec moi. Il les a examinés soigneusement, utilisant une loupe et un petit microscope. « Madame Moreau, ces comprimés ont été altérés. Il y a une substance étrange ici. Je ne peux pas confirmer sans une analyse complète, mais d'après l'apparence et l'odeur. » Il a hésité, visiblement perturbé. « On dirait une sorte de raticide. » J'ai senti mon cœur presque s'arrêter. Du raticide? Dans mes médicaments? Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange dans le comportement de votre gendre dernièrement? A-t-il acheté des choses inhabituelles? C'est alors que je me suis souvenu. Environ 2 mois auparavant, Philippe avait acheté du raticide pour la maison, prétendant avoir vu des signes de rats. Je n'avais vu aucun rat, mais je n'avais pas posé de questions. Il a acheté du raticide il y a quelques mois. Il a dit qu'il avait vu des rats dans la cour. M. Dupont a retiré ses lunettes et s'est frotté les yeux fatigués. « Madame Moreau, je ne veux pas vous alarmer, mais c'est grave. Si c'est ce que je pense, cet empoisonnement progressif pourrait éventuellement conduire à une insuffisance rénale ou hépatique. Cela ressemblerait à une mort naturelle chez une dame de votre âge. » Des larmes ont commencé à couler sur mon visage. Comment mon propre gendre, l'homme que ma fille aimait, pouvait-il vouloir me tuer lentement? Que faisons-nous maintenant, monsieur Dupont? D'abord, vous n'allez plus prendre aucun de ces comprimés. Je vais vous donner de nouveaux médicaments, exactement identiques à ceux qui devraient être dans votre boîte. Deuxièmement, nous devons documenter cela. Je vais photographier ces comprimés altérés et envoyer des échantillons pour analyse. Et Philippe, s'il découvre. Pour l'instant, vous allez continuer à agir normalement. Faites semblant de prendre encore les comprimés qu'il prépare. Pendant ce temps, nous allons rassembler des preuves concrètes. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai maintenu une performance digne d'un César. Je prenais les médicaments corrects quand j'étais seule et je faisais semblant d'avaler les altérés quand Philippe était présent. Peu à peu, mes symptômes ont commencé à s'améliorer, ce qui ne faisait que confirmer nos soupçons. Pendant ce temps, M. Dupont et son ami le docteur Richard Thibault, un chimiste légiste à la retraite, ont travaillé discrètement à analyser les comprimés. Et ce qu'ils ont découvert a choqué tout le monde. Les comprimés contenaient de la bromadiolone, un puissant anticoagulant utilisé dans les raticides. À petite dose continue, cela provoquerait un empoisonnement chronique difficile à diagnostiquer, des symptômes facilement attribuables à l'âge avancé ou à des complications de santé préexistantes. Mais pourquoi Philippe ferait-il cela? La réponse est venue de façon inattendue. Un après-midi, alors que Philippe était aux toilettes, son téléphone a reçu une notification. La notification provenait d'une application bancaire confirmant une police d'assurance. J'ai rapidement ouvert le message et mon sang s'est glacé. C'était une assurance vie à mon nom d'une valeur de 500 000 € avec Philippe comme unique bénéficiaire. Une assurance que je n'avais jamais autorisée, ni même connue. J'ai pris des photos des messages avec mon propre téléphone avant de remettre l'appareil au même endroit.
Quand Philippe est revenu, j'ai dû utiliser toutes mes forces pour agir normalement, comme si je ne venais pas de découvrir que la personne assise en face de moi me tuait lentement pour un demi-million d'euros. Cette nuit-là, après le départ de Philippe, j'ai appelé M. Dupont et lui ai parlé de l'assurance vie. C'était la dernière pièce du puzzle. Le mobile, le moyen et l'opportunité, nous avions tout. Madame Moreau, demain matin nous irons au commissariat. Nous avons déjà suffisamment de preuves. Le lendemain matin, accompagné par M. Dupont et le docteur Thibault, j'ai déposé une plainte formelle au commissariat de protection des personnes âgées. Le commissaire Renaud a écouté attentivement notre histoire, examinant les preuves que nous avions rassemblées. « J'ai 25 ans dans la police », dit-il après avoir tout entendu. Et les cas de maltraitance envers les personnes âgées sont malheureusement courants. Mais ce niveau de planification et de cruauté est exceptionnel. Ce même jour, une enquête officielle a été ouverte. Ce serait difficile, je le savais. Ce serait ma parole contre celle de Philippe, qui prétendrait certainement que j'étais confuse, que je n'étais qu'une vieille dame paranoïaque. Mais nous avions les preuves physiques, et cela ferait toute la différence. « Madame Moreau, demanda le commissaire, voulez-vous que nous vous protégions? Nous pouvons vous trouver un hébergement temporaire. »« Non, » ai-je répondu avec une fermeté qui m'a surprise. « Je veux rentrer chez moi et continuer à faire semblant de ne rien savoir. Je veux qu'il soit pris en flagrant délit, continuant son plan, croyant qu'il fonctionne. » Les jours suivants ont été une épreuve pour mes nerfs. Chaque fois que Philippe apparaissait avec mes médicaments, chaque faux sourire, chaque question sur comment je me sentais, tout était comme un couteau se tordant dans mon cœur. Le pire était de penser à Sophie, ma fille. Elle était complètement trompée, croyant avoir trouvé un mari dévoué et attentionné. Comment réagirait-elle en découvrant la vérité? Après une semaine de surveillance policière, le commissaire Renaud a considéré qu'ils avaient suffisamment de preuves. Philippe avait été filmé en train d'altérer mes médicaments, de vérifier l'état de l'assurance vie et même de rechercher sur Internet tant pour mourir d'insuffisance rénale. L'arrestation a eu lieu un vendredi matin. Philippe venait de me remettre les médicaments du jour et sortait de chez moi quand 3 policiers l'ont interpellé. L'expression sur son visage quand il a compris ce qui se passait, le choc, l'incrédulité et finalement la panique est quelque chose que je n'oublierai jamais. Si cette histoire touche votre cœur, s'il vous plaît, partagez-la pour qu'elle atteigne plus de personnes. Beaucoup de personnes âgées souffrent en silence de situations d'abus et de manipulation. Votre like et votre partage peuvent aider à sauver des vies d'âmes réelles. Sophie était à l'hôpital quand elle a reçu l'appel. Elle est arrivée en courant, encore dans son uniforme d'infirmière, les yeux rougis à force de pleurer. Quand elle m'a vue, entourée de policiers et de médecins, elle s'est effondrée. « Maman, que se passe-t-il? Ils disent des choses horribles sur Philippe, qu'il était... » J'ai pris ses mains, la regardant dans les yeux. « C'est vrai, ma fille. Philippe m'empoisonnait pour toucher une assurance vie qu'il avait faite en mon nom. Le désespoir sur le visage de Sophie est une image que je n'oublierai jamais. La douleur de découvrir que l'homme qu'elle aimait était capable d'une telle cruauté, que pendant qu'elle sauvait des vies mais à l'hôpital, il ôtait lentement la vie à sa propre mère. Ce n'est pas possible, il doit y avoir une erreur. Philippe prend soin de toi, il s'est toujours tellement inquiété. » Le commissaire Renaud s'est approché. « Madame Sophie, nous avons des preuves concrètes. Votre mari a été filmé en train d'altérer les médicaments de votre mère. Nous avons trouvé le raticide chez vous, les recherches sur l'ordinateur, l'assurance frauduleuse. » Les jambes de Sophie ont cédé. Sans une policière qui l'a soutenue, elle serait tombée au sol. Les jours suivants ont été un tourbillon. Des examens ont confirmé que j'avais subi de légers dommages rénaux à cause de l'empoisonnement, mais rien de permanent. La police a trouvé plus de preuves dans la maison de Philippe, plus de raticides, des notes sur les dosages, des recherches sur la façon de falsifier des documents. Lors de l'interrogatoire initial, Philippe a tout nié. Il a prétendu qu'il s'agissait d'une erreur, que j'étais confuse, qu'il était incriminé.
Mais quand il a été confronté aux preuves, les vidéos de lui altérant les médicaments, les analyses chimiques, l'assurance à mon nom, sa façade a commencé à s'effondrer. Je voulais juste aider financièrement, a-t-il prétendu. Sophie travaille tellement, gagne si peu. L'assurance aurait été pour garantir notre avenir. Et le poison dans les médicaments de votre belle-mère, c'était aussi pour aider, a interrogé le commissaire. Philippe a baissé les yeux sans réponse. L'affaire a attiré l'attention des médias, et bientôt l'histoire de la mamie qui a survécu à l'empoisonnement était dans tous les journaux. Des journalistes se présentaient à ma porte, voulant des interviews. Au début, j'ai tout refusé. La douleur était encore trop vive, et ma préoccupation principale était Sophie, qui était tombée en dépression après cette révélation. « Comment vais-je continuer à vivre après ça, maman ?» m'a-t-elle demandé un soir, assise au bord de mon lit d'hôpital pendant mon hospitalisation. « Comment vais-je travailler en sachant que j'ai pris soin de tant de patients, mais que je n'ai pas pu voir ce qui se passait dans ma propre maison? Ce n'était pas ta faute, ma fille. Philippe nous a tous trompés. Il était doué pour ça. Manipuler, mentir, créer une image parfaite. Je l'aimais, maman. Je l'aimais vraiment. Comment ai-je pu aimer quelqu'un capable de... ça? Je sais que beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo connaissent peut-être quelqu'un en situation de vulnérabilité. S'il vous plaît, ne cessez pas de regarder jusqu'à la fin. Ce que je vais partager pourrait aider à sauver des vies. Et si vous n'avez pas encore mis un like, faites-le maintenant pour que ce message atteigne plus de personnes. L'enquête a révélé que Philippe avait un passé plus sombre que nous ne l'imaginions. Sa première épouse était décédée dans des circonstances naturelles 5 ans auparavant. Insuffisance rénale à 45 ans, sans antécédent de problèmes rénaux. La police a rouvert le dossier. Ils ont également découvert qu'il avait des dettes importantes auprès d'usuriers et de maisons de Paris. L'argent de l'assurance n'aurait pas été simplement un extra. C'était une nécessité désespérée pour quelqu'un noyé dans les dettes. En attendant le procès, Philippe a tenté de me contacter plusieurs fois. Il a envoyé des lettres demandant pardon, alléguant des remords, implorant une seconde chance. Je n'ai répondu à aucune. Certaines trahisons sont trop profondes pour toute possibilité de pardon. 2 semaines après l'arrestation, j'ai reçu une visite inattendue à l'hôpital. Une femme élégante mais abattue a demandé à me parler. Je m'appelle Hélène Durand. Philippe était marié avec ma sœur Béatrice. J'ai senti un frisson dans ma colonne vertébrale. Sa première épouse, celle qui est morte d'insuffisance rénale, elle a acquiescé, les yeux embués. Quand j'ai vu votre histoire dans le journal, quand j'ai lu sur le poison, le raticide, les symptômes, c'était comme revivre tout à nouveau. Béatrice présentait les mêmes symptômes, la même détérioration progressive. Vous aviez des soupçons à l'époque? Oui, j'avais des soupçons. Béatrice a commencé à tomber malade peu après que Philippe ait perdu son emploi. Il était toujours avec elle, administrant toujours les médicaments, toujours si attentionné. J'ai essayé de la convaincre de demander un deuxième avis, mais elle lui faisait aveuglément confiance. Quand elle est morte, j'ai essayé de convaincre la police d'enquêter, mais je n'avais pas de preuves, seulement des soupçons. Philippe avait été le mari parfait aux yeux de tous. Et il y avait l'assurance vie, 300 000 € qu'il a reçus sans question. J'ai écouté le récit d'Hélène avec horreur. Je n'étais pas folle. Philippe n'était pas seulement un opportuniste, c'était un prédateur calculateur avec un schéma établi. Je suis venue ici pour vous dire que je vais témoigner, a déclaré Hélène. Je vais tout raconter au procès. Peut-être que nous n'obtiendrons pas justice pour Béatrice, mais nous pouvons l'empêcher de recommencer. Le procès a commencé 3 mois plus tard. Le tribunal était bondé, journalistes, étudiants en droit, curieux, mais surtout d'autres personnes âgées et leurs familles. Philippe semblait très différent. L'homme charmant et confiant avait disparu. À sa place, se trouvait quelqu'un d'abattu, pâle, incapable de soutenir mon regard. Sophie a décidé de ne pas assister au procès. La douleur était trop grande
la honte encore étouffante. J'ai compris sa décision, bien que sa présence m'ait manqué en ce moment crucial. La procureure, Maître Lambert, a présenté les accusations. Ce que nous verrons dans ce tribunal est la face la plus froide de la cupidité humaine. Un homme qui a délibérément empoisonné sa belle-mère âgée pendant des mois dans le seul but de recevoir le montant d'une assurance vie. L'avocat de la défense a tenté de construire un récit alternatif. C'est un cas de malentendu. Mon client essayait simplement d'aider sa belle-mère, une dame âgée avec des problèmes de mémoire qui a peut-être confondu des médicaments. Les témoignages ont commencé. Monsieur Dupont a expliqué comment il a soupçonné les actions de Philippe, comment il a analysé les comprimés altérés. Le docteur Thibault a présenté les résultats des analyses chimiques, montrant en détail comment le raticide avait été incorporé aux comprimés. Le commissaire Renaud a montré les vidéos de surveillance, montrant Philippe manipulant mes médicaments. Il a également montré des captures d'écran de son ordinateur, des recherches sur temps pour mourir d'insuffisance rénale et mort naturelle chez les personnes âgées. Puis, ce fut mon tour. Avec l'aide d'une canne, j'ai marché jusqu'à la barre des témoins. J'ai senti des centaines d'yeux me suivre, mais j'ai gardé ma concentration. Je n'étais pas là seulement pour moi, mais pour Béatrice, pour toutes les personnes âgées vulnérables, pour Sophie. Madame Marguerite Dubois, a commencé le juge. Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé? J'ai respiré profondément et raconté toute l'histoire. Comment Philippe a pris le contrôle de mes médicaments? Comment j'ai commencé à ressentir d'étranges symptômes? Comment j'ai remarqué le goût amer dans les comprimés? Comment j'ai cherché l'aide de Monsieur Dupont? Pendant que je parlais avec le pharmacien, réalisant que j'avais été empoisonnée par l'homme que ma fille aimait, j'ai senti comme si le monde s'écroulait. Pas seulement pour moi, mais pour Sophie. Je savais que cette révélation la détruirait. Et comment vous êtes-vous senti en découvrant l'assurance vie? C'était comme être assassiné 2 fois. D'abord, il tuait mon corps avec le poison. Ensuite, j'ai réalisé qu'il avait transformé ma vie en une marchandise, en un chèque à encaisser. L'avocat de la défense a tenté de me discréditer. Madame Dubois, vous avez 73 ans et prenez des médicaments pour l'hypertension. N'est-il pas possible que vous ayez confondu les médicaments, que les symptômes étaient des effets secondaires ou des complications dus à l'âge? Les comprimés étaient dans un pilulier organisé par Philippe lui-même. Et les analyses ont confirmé la présence du raticide. Ce n'était pas la confusion d'une personne âgée, maître, c'était une tentative d'homicide. Le moment le plus marquant est venu lorsqu'Hélène Durand a témoigné. Elle a détaillé les symptômes similaires que Béatrice avait présentés. La même détérioration progressive, les mêmes circonstances suspectes. Ce n'est pas une coïncidence que 2 femmes liées à Philippe présentent les mêmes symptômes. Ma sœur n'a pas eu la chance d'avoir un pharmacien attentif. Elle n'a pas survécu pour raconter son histoire. Philippe a pâli pendant ce témoignage. Son avocat a tenté de disqualifier les allégations, les qualifiant de spéculation basée sur du ressentiment. Mais le mal était fait. À la fin du 2e jour, la procureure m'a prise à part. Madame Dubois, Philippe est prêt à avouer et à accepter un accord. Un accord? Pourquoi? Le témoignage de Madame Durand l'a ébranlé. Le cas de la première épouse va être rouvert. Son avocat a dû lui conseiller qu'une confession maintenant pourrait l'aider plus tard. Et que propose-t-il? Confession complète, détails sur la façon dont il a tout planifié en échange d'une réduction de peine. J'ai ressenti des émotions contradictoires. Une confession signifierait la fin plus rapide de ce processus douloureux. Mais il semblait injuste qu'il puisse recevoir un quelconque bénéfice. Que me recommandez-vous? Une confession a une valeur inestimable, surtout pour le cas de Béatrice. Et cela évite que vous et Sophie ne subissiez plus de stress émotionnel. J'ai accepté l'accord, pas pour Philippe, mais pour Sophie, pour Hélène, pour Béatrice et pour tous ceux qui avaient pas besoin de clôture. La confession de Philippe a fait taire le tribunal. D'une voix monotone,
Il a détaillé comment il avait tout planifié. L'assurance frauduleuse, l'achat du raticide, l'altération des comprimés, l'isolement pour que je ne cherche pas d'aide médicale. J'ai commencé par des doses minuscules, augmentant progressivement pour ne pas éveiller les soupçons. L'idée était de simuler une insuffisance rénale naturelle, due à l'âge. « Et avez-vous fait la même chose avec votre première épouse ?» a demandé la procureure. Philippe a hésité, regardant son avocat qui a acquiescé. Oui, la méthode était la même. Je ne savais pas que quelqu'un ferait le lien après si longtemps. Un murmure de choc a parcouru le tribunal. Pourquoi ? A demandé le juge. Qu'est-ce qui pousse un homme à empoisonner des personnes qui lui faisaient sa confiance? L'argent, a simplement répondu Philippe. Ça a toujours été pour l'argent. Dette de jeu, emprunt auprès d'usuriers. L'assurance était la seule issue. Ces paroles froides, sans émotion ni remords, ont donné des frissons. C'était comme s'il parlait d'une transaction, pas de vie qu'il avait détruite. Le juge a prononcé la sentence. 20 ans de prison pour tentative d'homicide qualifiée contre moi, avec possibilité de peine supplémentaire pour le cas de Béatrice. Pendant que les gardes l'emmenaient, Philippe m'a regardé directement pour la première fois. Il n'y avait pas de demande de pardon dans ses yeux, ni de honte, juste une sorte d'évaluation froide, comme s'il calculait où il avait échoué dans son plan. J'ai quitté le tribunal ce jour-là avec des sentiments mitigés. Il y avait de la justice, oui, mais aussi un vide immense. La justice ne me rendrait pas la santé que j'avais perdue, ne guérirait pas le cœur de Sophie, ne ressusciterait pas Béatrice. Si vous ressentez un frisson dans le dos avec ce que je viens de raconter, imaginez ce qui est encore à venir. Continuez à regarder jusqu'à la fin, car ce que j'ai découvert après cela peut aider à protéger quelqu'un que vous aimez. Restez avec moi dans ce voyage difficile, mais nécessaire. Le lendemain de la sentence, j'ai reçu la visite d'une journaliste d'un grand quotidien. Normalement, j'aurais refusé, encore épuisé émotionnellement. Mais quelque chose, dans son approche douce, m'a fait accepter. « Madame Dubois », a-t-elle dit quand nous nous sommes assises dans le salon de mon appartement. « Votre histoire a touché beaucoup de personnes. Il y a des personnes âgées dans tout le pays qui sont maintenant plus vigilantes, des membres de famille qui sont plus attentifs. Vous avez transformé votre tragédie personnelle en un avertissement. » Je n'ai jamais voulu être un exemple, ai-je répondu honnêtement. Je préférerais 1000 fois retrouver ma vie normale, avoir ma fille heureuse, ne jamais avoir connu Philippe. Je comprends parfaitement. Mais puisque c'est arrivé, êtes-vous disposé à faire plus, à continuer d'alerter les autres? La question m'a surprise. Faire plus? J'étais épuisée, encore en convalescence. Mais alors j'ai pensé à tous les messages que j'avais reçus, des personnes âgées et des familles, me remerciant d'avoir reconnu les signes d'abus grâce à mon cas. Qu'avez-vous exactement à l'esprit? Ai-je demandé. Une série de reportages sur les abus envers les personnes âgées, axés sur les signaux d'alerte, les ressources disponibles, comment chercher de l'aide. Votre histoire serait le point de départ, mais nous irions au-delà. Cette conversation fut le début de quelque chose d'inattendu. La série de reportages mena à des invitations pour des conférences, qui menèrent à des participations à des émissions de télévision, qui culminèrent avec la fondation du Réseau Protection Argentée, une organisation dédiée à l'éducation et à la protection des personnes âgées. De victime, je me suis transformée en militante. De cible d'un crime odieux, je suis devenue porte-parole d'une cause urgente. Le poison que Philippe avait mis dans mes comprimés, destinés à me tuer, finit par me donner un nouveau but. Mes petits-enfants virtuels, si cette histoire touche votre cœur, partagez-la s'il vous plaît avec quelqu'un qui s'occupe de personnes âgées. Chaque partage peut faire la différence entre la vie et la mort pour quelqu'un dans la même situation. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir le prochain chapitre de cette histoire de résilience. Sophie, après des mois de thérapie, a finalement trouvé la force de retourner travailler à l'hôpital. La cicatrice émotionnelle ne disparaîtrait jamais complètement, mais elle apprenait à vivre avec. C'est comme tu le dis toujours dans tes conférences, maman.
commenta-t-elle un soir pendant que nous dînions ensemble. Parfois nous devons transformer nos pires expériences en quelque chose d'utile pour les autres. Tu le fais avec ton histoire. Je le fais en soignant mes patients avec encore plus d'empathie. J'ai regardé ma fille avec une fierté renouvelée. Elle avait été une victime autant que moi, peut-être même plus, car sa confiance et son amour avaient été si cruellement trahis. 1 an après le procès, j'ai reçu une nouvelle troublante. Philippe avait été attaqué en prison par d'autres détenus qui avaient appris ses crimes contre les personnes âgées. Il était hospitalisé, dans un état grave. « Comment te sens-tu à ce sujet ?» demanda Sophie quand elle l'apprit. « Je ne ressens aucune joie face à sa souffrance. La vengeance n'a jamais été ce que je cherchais. Seulement la justice, la protection pour d'autres qui auraient pu devenir ses victimes. Tu es meilleure que moi, maman. J'ai encore des jours où la colère me consume. La colère a sa place, ma fille. C'est une partie du processus. Mais nous ne pouvons pas la laisser consumer nos vies, où Philippe gagne à nouveau. Philippe a survécu à l'attaque, mais avec des séquelles permanentes. Une amère ironie, l'homme qui avait causé des dommages à ma santé, affrontait maintenant ses propres limitations physiques. 2 ans après le procès, le réseau Protection Argentée avait grandi au-delà de mes attentes. Nous avions des bénévoles dans plusieurs villes, des lignes d'assistance pour les personnes âgées à risque, des matériels éducatifs distribués dans les centres de santé. Mon nom et mon visage, auparavant connus seulement de proches amis, étaient maintenant reconnus nationalement. La mamie qui a dénoncé, un titre que je n'avais jamais recherché, mais que je portais avec responsabilité. Un dimanche matin, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Hélène Durand, la sœur de Béatrice. « Madame Dubois, ils ont enfin clos le dossier de Béatrice. Avec la confession de Philippe et les nouvelles preuves, cela a été officiellement déclaré homicide. J'ai senti une boule dans la gorge. Est-ce que cela vous apporte du réconfort, Hélène? Cela apporte une clôture, au moins. Béatrice aura finalement justice, même si c'est tardif. » Il y eut une pause. « Et je voulais vous remercier. Sans votre courage, Philippe n'aurait jamais avoué. Le cas de ma sœur n'aurait jamais été rouvert. » Je n'ai rien fait d'extraordinaire, Hélène. J'ai simplement cherché de l'aide quand j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Et c'est exactement ce que vous enseignez maintenant à d'autres personnes âgées. Ce que vous construisez va au-delà de la justice pour nous deux. Cela sauve des vies. Après avoir raccroché, je suis restée pensive, me remémorant tout le parcours depuis cet après-midi à la pharmacie. Comment aurais-je pu imaginer que ce moment de terreur se transformerait en début d'une mission? Les comprimés qui devaient me tuer sont finalement devenus les graines d'un mouvement plus grand que moi-même, et le poison destiné à me faire taire pour toujours a amplifié ma voix d'une manière que ni Philippe ni moi n'aurions pu prévoir. Je sais que beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo connaissent peut-être quelqu'un en situation de vulnérabilité. S'il vous plaît, ne cessez pas de regarder jusqu'à la fin. Ce que je vais partager pourrait aider à sauver des vies. Et si vous n'avez pas encore mis un like, faites-le maintenant pour que ce message atteigne plus de personnes. 3 ans après l'arrestation de Philippe, j'ai été invitée à donner une conférence lors d'un événement national sur les droits des personnes âgées. Sur scène, regardant des centaines de personnes, parmi des professionnels, des personnes âgées et des familles, j'ai ressenti le poids et l'importance du moment. « Je m'appelle Marguerite Dubois », ai-je commencé, ma voix ferme malgré la nervosité. « Il y a 3 ans, mon gendre a mis du poison à rat dans mes médicaments pour l'hypertension. Il a presque réussi à me tuer. Il a presque réussi à faire paraître cela comme une mort naturelle. Il a presque reçu un demi-million d'euros de mon assurance vie. J'ai fait une pause, observant le silence absolu dans l'auditorium. Mais quelque chose s'est produit que Philippe n'avait pas prévu. Un pharmacien attentif, M. Dupont, a remarqué quelque chose d'étrange dans les médicaments que mon gendre achetait. Il a eu des soupçons, a changé mes comprimés et a sauvé ma vie. J'ai respiré profondément, ma voix gagnant en force.
Je suis ici aujourd'hui parce qu'il y a eu quelqu'un d'attentif, quelqu'un qui s'est soucié, quelqu'un qui n'a pas écarté les soupçons comme des radotages de vieux. Je suis ici pour dire que chacun d'entre nous peut être cette personne pour une autre personne âgée en danger. Tout au long de la conférence, j'ai partagé les signaux d'alerte que j'avais ignorés, les changements subtils dans le comportement de Philippe, les petits indices qui auraient pu être remarqués bien plus tôt. J'ai parlé de l'isolement progressif, du contrôle financier, de l'administration forcée de médicaments, tous des schémas communs dans les cas d'abus envers les personnes âgées. Les préjugés liés à l'âge nous rendent invisibles, ai-je conclu. Quand nous nous plaignons, nous sommes des vieux grincheux. Quand nous avons des soupçons, nous sommes confus. Quand nous dénonçons, nous exagérons. C'est ainsi que des prédateurs comme Philippe prospèrent dans le silence imposé aux personnes âgées par la société. L'ovation que j'ai reçue à la fin restera à jamais dans ma mémoire, non pas pour la reconnaissance personnelle, mais pour la sensation que nous brisions enfin ce silence. Que d'autres voix se joindraient à la mienne. Après la conférence, une file de personnes s'est formée pour me parler. Des histoires similaires, des soupçons, des questions sur la façon d'identifier les signes d'abus. Parmi elles, une dame d'environ 80 ans tenait une coupure de journal avec mon histoire. Grâce à vous, j'ai découvert que mon neveu volait ma retraite, dit-elle, serrant mes mains fermement. J'ai lu votre cas, j'ai reconnu les signes et j'ai cherché de l'aide. Vous avez sauvé ma vie sans même me connaître. Ce moment a cristallisé pour moi le sens de tout ce que j'avais traversé. Chaque douleur, chaque larme, chaque nuit d'insomnie avait servi un but plus grand que je n'aurais jamais pu imaginer. Dans une interview après l'événement, un journaliste m'a demandé si j'avais pardonné à Philippe. Le pardon est un cheminement personnel, ai-je répondu après réflexion. Je ne porte pas de haine envers Philippe, car ce serait comme continuer à boire le poison qu'il m'a donné, en espérant qu'il souffre. Mais je ne minimise pas non plus ce qu'il a fait, ni ne diminue l'impact de ses actions. Ce que je porte est un engagement, transformer cette terrible expérience en protection pour les autres. Le journaliste semblait surpris par ma réponse. Vous ne vous considérez pas comme une victime. J'ai été victime d'un crime, oui, mais je ne permets pas que cela devienne mon identité permanente. Je préfère être connu pour ce que j'ai construit après, pas pour ce que j'ai souffert avant. Cette interview généra encore plus de visibilité pour notre cause. Bientôt, le réseau Protection Argentée commença à recevoir le soutien d'entreprises, de fondations et même du gouvernement. Nous avons pu élargir nos programmes, créer des matériels éducatifs plus complets, former des professionnels de santé pour identifier les signes d'abus. Sophie rejoignit officiellement le réseau, coordonnant un programme spécifique pour les professionnels de santé. Son expérience d'infirmière, combinée à son vécu personnel en tant que fille d'une victime, apporta une perspective unique et puissante à nos formations. Nous, professionnels de santé, sommes souvent la première et parfois la seule ligne de défense pour les personnes âgées vulnérables, expliquait-elle dans ses conférences. Un regard attentif, une question appropriée, une écoute authentique peuvent faire toute la différence. Voir ma fille transformer sa douleur en quelque chose de constructif fut l'un des plus grands cadeaux que j'ai reçus dans ce parcours. D'une certaine façon, elle avait trouvé un chemin vers la guérison semblable au mien, en aidant les autres, en trouvant du sens dans la souffrance. 4 ans après l'incarcération de Philippe, j'ai reçu une invitation à participer à une audience à l'Assemblée nationale, où une nouvelle législation sur la protection des personnes âgées était en discussion. La loi Dubois, comme elle fut officieusement baptisée, proposait des mesures plus strictes pour les crimes contre les personnes âgées, de meilleurs mécanismes de signalement et des programmes éducatifs obligatoires pour les professionnels travaillant avec cette population. Le jour de l'audience, je suis entré dans l'imposant bâtiment de l'Assemblée, appuyé sur ma canne, une compagne constante depuis les jours d'empoisonnement. Les séquelles physiques persistaient, mais ne me limitaient plus comme avant. Lorsque je fus appelé à parler, j'ai regardé les parlementaires réunis,
et j'ai pensé à la façon dont ma voix, que Philippe avait tenté de faire taire pour toujours, était maintenant entendue dans les plus hautes sphères du pouvoir du pays. « Mesdames et messieurs, ai-je commencé, mon histoire personnelle a été largement diffusée. Je ne suis pas ici aujourd'hui pour la répéter, mais pour parler des milliers d'histoires similaires qui restent dans l'ombre, sans justice, sans voix. J'ai parlé des données alarmantes sur les abus envers les personnes âgées, du silence qui entoure ces violences, de l'urgence d'actions concrètes. J'ai présenté des cas réels que nous avions suivis au sein du réseau, tout en préservant l'identité des victimes, mais en apportant la réalité crue dans cet environnement formel. Cette loi ne me concerne pas, ai-je conclu. Elle vise à créer un pays où vieillir ne signifie pas devenir vulnérable aux abus et à l'exploitation. Il s'agit de dignité, de respect et de protection pour ceux qui ont construit le monde que nous habitons aujourd'hui. La loi du bois fut adoptée à l'unanimité, un rare moment de consensus politique autour d'une cause fondamentale. Elle ne résolvait pas tous les problèmes, bien sûr, mais c'était un pas significatif dans la bonne direction. Lors de la cérémonie de promulgation de la loi, le président de la République m'invita à être à ses côtés. Tandis que les caméras enregistraient ce moment historique, j'ai pensé à la façon dont la vie prend des tournants imprévisibles. « Vous sentez-vous vengé maintenant ?» me demanda un journaliste après la cérémonie. « Il ne s'agit pas de vengeance, » ai-je répondu fermement. « Il s'agit de protection, de prévention, d'éducation. Si cette loi évite à ne serait-ce qu'une seule personne de traverser ce que j'ai vécu, alors tout en aura valu la peine. » En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai trouvé Sophie qui m'attendait à la porte de mon appartement avec un petit gâteau et une bouteille de vin. « Pour célébrer, maman, » expliqua-t-elle avec un sourire. « Tu as réussi à transformer la pire expérience de notre vie en quelque chose qui aidera d'innombrables personnes. » Assise à table, nous avons revécu tout le parcours. Les jours sombres à l'hôpital, le choc de la découverte, le douloureux procès, puis, progressivement, la naissance d'un but, la construction de quelque chose de significatif à partir des cendres de la tragédie. « Tu sais ce que M. Dupont m'a dit aujourd'hui ?» ai-je commenté tout en savourant le gâteau. « Que depuis que notre histoire est devenue publique, il a formé tous les pharmaciens du réseau pour être attentifs aux schémas suspects dans l'achat de médicaments. Ils ont déjà identifié 3 cas potentiels d'abus, rien que ces 6 derniers mois. » Sophie sourit, ses yeux brillants de larmes contenues. J'ai aussi remarqué une différence à l'hôpital. Les professionnels sont plus vigilants, posent plus de questions, observent avec plus de soin. De petits changements qui peuvent sauver des vies. Ce soir-là, nous avons porté un toast, non pas à la loi du bois, non pas au succès du réseau, mais à M. Dupont, le pharmacien attentif dont la préoccupation sincère avait non seulement sauvé ma vie, mais déclenché une vague de changements qui s'étendait toujours plus loin. Le poison que Philippe avait mis dans mes médicaments pour l'hypertension a failli m'ôter la vie, mais, ironiquement, il m'a finalement donné un but plus fort, une voie plus large et un impact plus profond que je n'aurais jamais pu atteindre autrement. S'il y a une leçon que j'aimerais laisser à vous qui m'avez accompagné jusqu'ici, c'est celle-ci. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'être attentif, de se soucier des autres, de poser des questions, de prendre au sérieux les préoccupations d'une personne âgée. Comme M. Dupont l'a montré, une seule personne attentive peut déclencher une révolution de soins et de protection qui sauve d'innombrables vies. Et si vous êtes dans une situation de vulnérabilité, sachez que votre voix compte, vos soupçons sont valables, et il y a des personnes prêtes à écouter et à aider. Ne vous taisez pas. Ne vous isolez pas. Cherchez de l'aide comme j'en ai trouvé auprès de M. Dupont. Le poison dans mes médicaments a failli me tuer. Mais ce que Philippe n'a jamais imaginé, c'est qu'en essayant de me faire taire pour toujours, il finirait par amplifier ma voix bien au-delà de ce que j'aurais jamais rêvé possible. L'impact de mon histoire a continué à s'étendre de façon que je n'aurais jamais pu prévoir. Après l'adoption de la loi du bois,
j'ai reçu une invitation à participer à un documentaire international sur les abus envers les personnes âgées. La réalisatrice, une cinéaste primée, voulait suivre mon travail avec le réseau Protection Argentée. Votre expérience peut aider des personnes âgées dans le monde entier, m'expliqua-t-elle. Il existe des schémas similaires d'abus dans différentes cultures et votre façon de transformer le traumatisme en action inspire des militants à l'échelle mondiale. L'idée que mon histoire puisse transcender les frontières me semblait irréelle. Moi, une simple couturière retraitée qui avait failli mourir aux mains de son propre gendre, maintenant considérée comme une voie de changement international. Je ne sais pas si j'ai quelque chose de si significatif à partager, confiai-je à Sophie, hésitant à accepter l'invitation. Maman, tu as déjà changé le paysage national. Pourquoi pas l'international aussi? Répondit-elle avec un sourire encourageant. De plus, pense à combien de vies peuvent être sauvées si ton message est entendu dans d'autres pays. J'ai accepté le projet et pendant 6 mois, une équipe de tournage a documenté nos activités, des conférences dans les écoles aux formations avec des professionnels de santé, en passant par les réunions avec nos groupes de soutien pour personnes âgées victimes de violences. Le tournage le plus difficile fut la visite à la pharmacie Santé & Vie, où tout avait commencé. En entrant, le son familier de la clochette à la porte ramena toutes les émotions de ce jour fatidique où M. Dupont avait examiné mes comprimés altérés. « Comment vous sentez-vous en revenant ici, Madame Dubois ?» demanda la réalisatrice, caméra en main. « C'est comme revisiter le début d'un voyage que je n'avais jamais prévu de faire, » répondis-je, regardant autour de la petite pharmacie où ma vie avait été sauvée. « Ici, j'ai découvert le pire et le meilleur de l'humanité le même jour, la cruauté calculée de Philippe et la bonté vigilante de M. Dupont. M. Dupont lui-même, maintenant âgé de 71 ans, travaillait toujours là, sa présence aussi réconfortante que toujours. Ses cheveux avaient encore plus blanchi, mais ses yeux gardaient la même lueur attentive qui avait remarqué quelque chose d'anormal dans ses comprimés. Je n'ai jamais imaginé que remarquer ces taches étranges sur les médicaments mènerait à tout cela, commenta-t-il, souriant timidement à la caméra. J'ai juste fait ce que tout pharmacien devrait faire, être attentif. C'est exactement le point, répondis-je, serrant sa main ridée. Vous avez été attentif quand beaucoup auraient ignoré. Vous vous êtes soucié quand d'autres auraient écarté les préoccupations d'une personne âgée. Vous avez agi quand il aurait été plus facile de ne pas s'impliquer. Pendant que nous parlions, des clients entraient et sortaient. Certains me reconnaissaient et demanderont des photos ou des autographes, une situation qui, même après des années, me déconcertait encore. Pour moi, j'étais simplement Marguerite, pas une célébrité. Voyez comment les gens réagissent à votre présence, observa la réalisatrice. Vous êtes devenu un symbole de résistance et d'espoir pour beaucoup de personnes âgées. Ce soir-là, après le tournage, Sophie m'apporta des nouvelles surprenantes concernant Philippe. J'ai appris qu'il suit des études supérieures en prison, dit-elle, alors que nous partagions un dîner simple. Travail social, d'après ce qu'on m'a dit. L'information me prit complètement au dépourvu. Philippe étudiant le travail social, le même homme qui a empoisonné méthodiquement 2 femmes qui lui faisaient confiance. Cela semble inapproprié pour le moins. Sophie haussa les épaules. Peut-être cherche-t-il une sorte de rédemption. Ou c'est juste une autre manipulation. Avec Philippe, on ne sait jamais. J'essayais de ne pas laisser cette nouvelle me perturber, mais c'était difficile. L'idée qu'il puisse un jour travailler avec des personnes vulnérables, même après avoir purgé sa peine, était profondément troublante. Ça ne vaut pas la peine de dépenser de l'énergie à penser à lui, conclus-je finalement. Notre attention doit continuer à se porter sur les victimes, pas sur les agresseurs. Le documentaire « Poisons invisibles » fut présenté en première au Festival du film des droits humains à Genève, recevant l'acclamation de la critique et une attention internationale pour la cause. Bientôt, nous commençâmes à recevoir des messages d'organisations similaires dans d'autres pays, cherchant collaboration et partage d'expériences. Lors de l'un de ces contacts, j'ai rencontré Aïcha,
une militante indienne de 78 ans qui avait survécu aux tentatives de ses neveux de s'emparer de sa propriété par des méthodes similaires d'intoxication lente. Notre connexion fut immédiate et profonde. Deux femmes âgées, de cultures complètement différentes, unies par l'expérience commune de la trahison familiale et par la détermination de protéger les autres. En Inde, beaucoup de personnes âgées souffrent en silence, surtout les veuves, m'expliqua Aïcha lors de nos visioconférences. La honte d'admettre que les membres de sa propre famille peuvent être abusifs est un tabou culturel très fort. En France aussi, répondis-je. Préserver l'image de la famille parfaite fait que beaucoup de personnes âgées cachent les abus qu'elles subissent. Ensemble, nous avons commencé à développer des matériels éducatifs qui pourraient être adaptés à différents contextes culturels, maintenant les signaux d'alerte universels, mais respectant les particularités de chaque société. Si vous suivez cette histoire et vous souciez de la protection des droits des aînés, laissez votre like et commentaire. Votre interaction aide à diffuser ce message important à ceux qui en ont le plus besoin. 5 ans après l'incarcération de Philippe, j'ai reçu une invitation inattendue à visiter une école primaire. Les enfants, âgés de 9 à 10 ans, avaient étudié les droits des personnes âgées et voulaient rencontrer la dame aux médicaments échangés, comme ils m'appelaient. J'ai d'abord hésité. Mon histoire était trop lourde pour des enfants si jeunes, mais l'institutrice m'a assuré qu'ils avaient abordé le sujet de manière appropriée à leur âge, en se concentrant sur l'importance d'être attentif et de chercher de l'aide quand quelque chose semble anormal. La visite à l'école fut l'une des expériences les plus émouvantes de mon parcours. Les enfants avaient préparé des affiches, des poèmes et même une petite pièce de théâtre sur le respect des personnes âgées. Leurs yeux curieux et leurs esprits ouverts me donnèrent un espoir renouvelé pour l'avenir. Comment sait-on quand un papy ou une mamie a besoin d'aide ? Demanda un petit garçon aux cheveux bouclés pendant la discussion en cercle. En étant attentif, comme M. Dupont l'a été avec moi, répondis-je simplement. Si tu remarques qu'une personne âgée est plus triste, plus isolée, a peur de parler ou se plaint de symptômes étranges qui apparaissent et disparaissent, ce peuvent être des indices importants. Et que fait-on si on remarque cela ? Questionna une petite fille autresse, ses grands yeux fixés sur moi. Tu le dis à un adulte de confiance, un professeur, comme Madame Martin, ou un médecin, ou un policier. Parfois, un enfant attentif peut être la seule chance d'aide qu'a une personne âgée. À la fin de la visite, chaque enfant me remit un dessin. L'un d'eux, en particulier, toucha profondément mon cœur. Il montrait une petite fille tenant la main d'une dame âgée, toutes deux souriantes, avec les mots « Quand je serai grande, je veux être comme vous, quelqu'un qui protège les papis et les mamies. » J'ai gardé ce dessin encadré dans mon salon, un rappel constant que notre travail ne consistait pas seulement à traiter les blessures du passé, mais à construire un avenir meilleur pour toutes les générations. Cette même année, j'ai développé un programme spécial au sein du réseau Protection Argentée, Petit Gardien, visant à apporter une éducation sur les droits des aînés dans les écoles. L'idée était simple, des enfants informés grandiraient pour devenir des adultes plus attentifs et respectueux envers les personnes âgées. Les enfants ont une perception naturelle, pas encore contaminée par les préjugés, expliquai-je à l'équipe lorsque j'ai présenté le projet. Ils remarquent des changements subtils, posent des questions directes, n'acceptent pas les explications vagues. Ils peuvent être de puissants alliés dans la protection des grands-parents. Le programme dépassa toutes les attentes. En 2 ans, Petit Gardien était présent dans plus de 500 écoles à travers le pays. Nous recevions régulièrement des témoignages d'enfants qui avaient identifié des situations à risque et aidé à intervenir avant que l'abus ne s'aggrave. Un après-midi de septembre, 6 ans après le procès de Philippe, j'ai reçu une lettre qui allait à nouveau changer le cours de ma vie. L'enveloppe, simple et sans expéditeur, ne contenait que quelques feuilles de papier. Chère Madame Dubois, vous ne me connaissez pas, mais vous avez connu mon père, Philippe Lavigne. Je m'appelle Lucie.
J'ai 27 ans et je vis à Lyon. J'ai découvert votre histoire et par conséquent l'histoire terrible de mon père. Il y a seulement 3 mois, quand une collègue de travail a reconnu mon nom de famille et m'a demandé si j'avais un lien de parenté avec ce Philippe de l'affaire de la belle-mère empoisonnée. Ce fut comme si le monde s'écroulait sous mes pieds. J'ai désespérément cherché des informations, lu tous les reportages, regardé le documentaire. À chaque nouvelle découverte, je ressentais plus d'horreur et de honte. Mon père a abandonné ma mère et moi quand j'avais seulement 5 ans. Nous n'avons plus jamais eu de contact. J'ai grandi en entendant ma mère dire qu'il était un homme compliqué, mais je n'ai jamais imaginé l'étendue de cette complication. J'écris non pas pour demander pardon en son nom. Je sais que ce serait inapproprié et insuffisant. J'écris seulement pour que vous sachiez que tout ce qui vient de lui dans ce monde n'est pas mauvais, qu'il existe au moins une personne avec son sang dans les veines qui consacre sa vie à prendre soin des autres. Je suis infirmière dans un hôpital gériatrique. Je n'attends pas de réponse. Je comprendrai parfaitement si vous préférez n'avoir aucun contact avec quelqu'un qui porte le même sang que l'homme qui a failli vous ôter la vie. Mais si un jour vous souhaitez discuter, mon numéro est au dos de cette lettre. Avec un profond respect et admiration pour votre travail, Lucie Lavigne. J'ai lu la lettre 3 fois, ressentant une tempête d'émotions. Philippe avait une fille qu'il avait abandonnée, qui avait grandi sans le connaître et qui portait maintenant le poids d'être associée à ces crimes horribles. J'ai montré la lettre à Sophie, qui fut tout aussi surprise. Il n'a jamais mentionné avoir une fille, commenta-t-elle, examinant l'écriture soignée de la lettre. Mais cela expliquerait les appels mystérieux qu'il recevait occasionnellement, qui le perturbaient toujours. « Que penses-tu que je devrais faire ?» demandai-je, véritablement indécise. D'un côté, l'idée de toute connexion avec Philippe, même indirecte, était troublante. De l'autre, Lucie n'était pas responsable des actions de son père. Elle était, d'une certaine façon, une autre de ses victimes. « Suis ton cœur, maman, » répondit Sophie après réflexion. « Tu as toujours su ce qui était juste, même dans les moments les plus difficiles. » Après des jours de réflexion, j'ai décidé d'appeler Lucie. Notre première conversation, initialement tendue et hésitante, s'est vite transformée en un dialogue franc et émouvant. « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez mon père, » raconta-t-elle. « Les quelques souvenirs que j'ai de lui sont perturbants. Un homme qui souriait, mais dont les yeux restaient froids, qui faisait des promesses élaborées qu'il ne tenait jamais. Philippe a toujours été un maître de la manipulation, acquiesçai-je. Son charme superficiel a trompé beaucoup de gens, y compris ma fille. Savoir ce qu'il a fait, à vous et à sa première épouse, c'était comme découvrir que je porte une malédiction génétique, confessa Lucie, sa voix étranglée. Je fais des cauchemars en me demandant s'il y a quelque chose de lui en moi, une graine de mal qui attend d'éclore. « Lucie, » répondis-je fermement, « nous ne sommes pas nos parents. Tes choix sont les tiens, pas les siens. Le fait que tu sois devenue infirmière, prenant soin justement de la population qui l'a victimisée, en dit beaucoup plus sur qui tu es que n'importe quelle génétique. » Cette conversation fut le début d'une relation inattendue, mais profondément significative. Lucie devint une alliée précieuse au sein du réseau, apportant sa perspective unique en tant que professionnelle de santé et fille d'un agresseur. Connaître Lucie, c'est comme boucler la boucle, commentai-je à Sophie des mois plus tard. Voir que même de l'obscurité que Philippe représentait, pouvait surgir quelqu'un d'aussi lumineux et dévoué. Sophie, qui avait initialement été plus prudente concernant le contact avec la fille de Philippe, finit par développer une amitié sincère avec Lucie. Toutes deux infirmières, elles partageaient non seulement la profession, mais aussi l'expérience d'avoir leur vie profondément marquée par les actions de Philippe. 7 ans après le procès, je reçus une invitation à donner une conférence dans la prison où Philippe purgeait sa peine. L'invitation venait du coordinateur du programme de réhabilitation lui-même, qui avait lu sur mon travail et croyait que mon histoire pourrait avoir un impact sur les détenus
en particulier ceux condamnés pour des crimes contre des personnes âgées. La décision d'accepter fut l'une des plus difficiles que j'ai jamais prises. Parler devant un public qui inclurait l'homme qui avait tenté de me tuer, regarder à nouveau dans les yeux de Philippe, non plus comme la victime terrifiée, mais comme une militante reconnue. « Tu n'as pas besoin de faire ça », insista Sophie, inquiète. « Tu ne dois rien à personne, et certainement pas à Philippe. »« Je ne le ferai pas pour lui, » répondis-je après une longue réflexion. « Je le ferai pour les autres détenus qui ont peut-être besoin d'entendre l'autre côté de l'histoire, et aussi pour moi-même. » Le jour de la conférence, j'entrai dans l'auditorium de la prison, le cœur battant, mais l'esprit déterminé. La salle était pleine, environ 50 détenus, gardiens et personnel administratif. Et là, au dernier rang, isolé des autres prisonniers, se trouvait Philippe. Il avait visiblement vieilli. Ses cheveux, autrefois foncés, maintenant complètement gris. Son visage, jadis charmant et confiant, marqué par des rides profondes et une expression sombre. Nos regards se croisèrent brièvement et il détourna rapidement les yeux, incapable de soutenir le contact. « Je m'appelle Marguerite Dubois, commençai-je, ma voix étonnamment ferme. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà mon histoire, surtout si vous suivez l'actualité ou regardez les documentaires sur les droits des personnes âgées. Je fis une pause, observant les visages attentifs devant moi. Je suis ici aujourd'hui, non pas pour parler du crime dont j'ai été victime, mais de ce qui s'est passé après. De la façon dont j'ai transformé une tentative d'homicide en un mouvement qui protège aujourd'hui des milliers de personnes âgées. De comment la même main qui a pris des comprimés empoisonnés écrit maintenant des lois et des politiques de protection. Pendant 1 heure, j'ai partagé non seulement mon expérience personnelle, mais les histoires de diverses personnes âgées qui avaient été victimes d'abus similaires. J'ai parlé des signaux, de l'isolement, du silence imposé par la honte et la peur, et aussi de rédemption, de la possibilité de réparation, de comment même les erreurs les plus graves peuvent devenir des leçons pour prévenir de nouveaux dommages. Chacun d'entre vous, en sortant d'ici, aura des choix à faire, ai-je conclu. Vous pourrez porter uniquement la culpabilité et la honte du passé, ou vous pourrez chercher des façons de transformer ce passé en quelque chose qui aide les autres à ne pas commettre les mêmes erreurs, à ne pas causer les mêmes douleurs. À la fin, j'ai ouvert la séance aux questions. Plusieurs détenus ont participé activement, partageant des réflexions, posant des questions honnêtes, certains avouant même des crimes similaires pour lesquels ils n'avaient jamais été formellement accusés. Philippe était resté silencieux pendant toute la session, son regard fixé au sol. Quand la conférence s'est terminée et que les détenus ont commencé à se lever pour retourner dans leurs cellules, j'ai remarqué qu'il restait assis, comme s'il attendait quelque chose. Le coordinateur du programme s'est approché de moi. « Madame Dubois, Philippe a demandé à vous parler brièvement, si vous êtes disposée. Nous comprenons parfaitement si vous préférez ne pas avoir ce contact. La proposition m'a prise par surprise. Après 7 ans, que pourrait vouloir dire Philippe? Quel genre de conversation pourrions-nous avoir qui ne serait pas douloureuse ou manipulatrice? Mais quelque chose en moi, peut-être la curiosité, peut-être le besoin d'une clôture définitive, m'a fait accepter. D'accord, mais je veux qu'un gardien soit présent tout le temps. La rencontre fut brève et surréaliste. Philippe, autrefois si éloquent et charmant, arrivait maintenant à peine à articuler des phrases complètes en ma présence. « Madame Dubois, commença-t-il, sa voix presque un murmure, je sais que rien de ce que je peux dire ne peut défaire ce que j'ai fait. Je ne prétends pas non plus demander pardon, je sais que je ne le mérite pas. » Je suis restée silencieuse, observant simplement l'homme brisé devant moi. Je voulais juste que vous sachiez que je suis votre travail. Les autres prisonniers me montrent parfois des articles sur le réseau, sur la loi qui porte votre nom. Il fit une pause, respirant profondément. Ce que vous avez construit à partir de l'horreur que j'ai causée, c'est extraordinaire. Plus que je n'ai jamais fait ou ne ferai dans ma vie. Je n'ai rien construit pour t'impressionner, Philippe, répondis-je sèchement. Je ne te dois rien.
Je ne cherche ni ton approbation, ni ta reconnaissance. Je sais, répondit-il rapidement. Je n'essaie pas de... Je voulais juste dire que, d'une façon déformée, je ressens un soulagement de savoir que le mal que j'ai causé a été transformé en quelque chose de bien pour d'autres. Ça ne change pas ce que j'ai fait, ça ne réduit pas ma culpabilité. Mais ça me donne un certain réconfort de savoir que vous allez bien, que vous êtes forte, que vous transformez des vies. J'ai regardé cet homme, le même qui avait méticuleusement empoisonné mes médicaments, qui avait falsifié des documents en mon nom, qui avait froidement et méthodiquement planifié ma mort, et j'ai ressenti une émotion inattendue, la pitié. Non pas un pardon facile ou une réconciliation impossible, mais un simple constat de combien il semblait vide et pathétique maintenant, dépouillé de son charme manipulateur et de ses masques sociaux. « J'ai rencontré ta fille, Lucie, » dis-je finalement, observant sa réaction. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Lucie? Comment va-t-elle ?»« Mieux que tu ne le mérites, » répondis-je honnêtement. « C'est une femme extraordinaire, Philippe, forte, dévouée, compatissante, tout ce que tu n'as jamais été. Elle travaille à prendre soin des personnes âgées que tu ne voyais que comme des cibles faciles. » Des larmes silencieuses commencèrent à couler sur le visage vieilli de Philippe. Pour la première fois depuis que je le connaissais, je vis une émotion qui semblait authentiquement réelle, non calculée pour manipuler ou impressionner. « Elle sait tout ?» demanda-t-il d'une voix à peine audible. « Oui, elle l'a découvert par hasard. J'imagine que ce n'est pas facile de porter ton nom de famille après tout ce que tu as fait. » Philippe baissa la tête, vaincu. Je l'ai abandonné, comme j'ai abandonné tout ce qui était vraiment précieux dans la vie. J'ai poursuivi l'argent, le statut, les raccourcis, et j'ai perdu mon humanité dans le processus. Il n'y avait plus rien à dire. Je me suis levée, prête à terminer cette conversation qui s'était déjà prolongée au-delà de ce que j'avais prévu. « Madame Dubois » appela Philippe alors que j'étais presque à la porte. « Merci de ne pas détester Lucie pour ce que j'ai fait, de lui donner une chance que je ne lui ai jamais donnée. Je l'ai regardée une dernière fois. » « Ne me remercie pas, Philippe. Remercie-la, elle, qui a eu le courage de surmonter ton abandon et tes crimes, et de devenir quelqu'un de bien meilleur que tu ne l'as jamais été. » J'ai quitté la prison ce jour-là avec un sentiment de clôture que je n'espérais pas trouver. Le cercle était complet, de la victime terrifiée à la militante reconnue, de la peur paralysante au but transformateur. Dans les années qui suivirent, le réseau Protection Argentée continua à se développer, devenant une référence nationale et internationale dans la protection des droits des personnes âgées. Nous nous sommes étendus à des programmes de logement assisté, d'assistance juridique gratuite pour les personnes âgées vulnérables et même une ligne de produits adaptés pour promouvoir une plus grande indépendance chez les personnes du troisième âge. 10 ans après le procès de Philippe, à 83 ans, j'ai reçu le plus grand honneur de ma vie, le prix national des droits humains dans la catégorie protection des personnes âgées. La cérémonie tenue au palais de l'Élysée a réuni des autorités, des militants et, plus important encore, des dizaines de personnes âgées qui avaient été protégées grâce au travail du réseau. En montant sur scène pour recevoir le prix, appuyé sur ma canne inséparable, j'ai regardé l'assistance et j'ai vu des visages qui racontèrent des histoires similaires à la mienne, des survivants qui avaient transformé leur douleur en objectif, leur tragédie en moteur de changement. « Ce prix n'est pas seulement le mien », ai-je déclaré au microphone. « Il est à Monsieur Dupont, le pharmacien qui a d'abord soupçonné que quelque chose n'allait pas. Il est à chaque personne âgée qui a trouvé le courage de dénoncer des abus. Il est aux professionnels qui ont appris à identifier les signes de violence envers les personnes âgées. Il est à ma fille Sophie qui a transformé sa propre douleur en dévouement envers les autres. Il est à chaque jeune des petits gardiens qui protègent aujourd'hui ses grands-parents avec des yeux attentifs et des cœurs ouverts. » J'ai marqué une pause, ressentant le poids du moment.
Le poison que Philippe a mis dans mes médicaments pour l'hypertension aurait dû être ma fin. Mais au lieu de cela, il est devenu le début de quelque chose de bien plus grand que je n'aurais jamais pu imaginer. La preuve que, même dans les circonstances les plus sombres, nous pouvons trouver un but et un sens, que notre valeur ne réside pas dans la durée de notre vie, mais dans la façon dont nous utilisons ce temps pour faire une différence dans la vie des autres. L'ovation qui suivit remplit mes yeux de larmes. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse pour ce que j'avais perdu ou souffert, mais de gratitude pour ce que j'avais trouvé dans le processus. Une voie, un but, une communauté. En quittant la scène, je fus accueillie par Sophie et Lucie, toutes deux visiblement émues. Ensemble, nous formions un trio improbable uni, non pas par les liens du sang, mais par quelque chose peut-être plus fort, une expérience partagée de résilience, une détermination commune à transformer des histoires de douleur en catalyseurs de changement. « Tu as réussi, maman, » dit Sophie, m'embrassant affectueusement. « Tu as transformé le pire moment de notre vie en un mouvement qui change le pays. »« Non, » corrigeai-je doucement. « Nous avons réussi. Chacune de nous a choisi de ne pas être définie par la violence que Philippe a apportée dans nos vies. Nous avons choisi de créer quelque chose de nouveau à partir des cendres. » Ce soir-là, regardant la pleine lune depuis la terrasse de mon petit appartement, j'ai réfléchi à l'incroyable voyage que j'avais parcouru. Le goût amer de ces comprimés altérés reste un souvenir vivace, tout comme la terreur, en découvrant la trahison, la douleur du procès, le long processus de guérison. Mais maintenant, ces moments sombres s'entrelaçaient avec des souvenirs lumineux, les vies que nous avions touchées, les lois que nous avions changées, la conscience que nous avions éveillée. Le poison que Philippe avait mis dans mes médicaments, destiné à me faire taire pour toujours, avait paradoxalement amplifié ma voix à des portées que je n'aurais jamais imaginées possibles. Et c'est peut-être la leçon la plus importante que j'ai apprise et que je partage avec tous ceux qui entendent mon histoire. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons choisir ce que nous en faisons. Nous pouvons permettre à la tragédie de nous définir et de nous diminuer, ou nous pouvons l'utiliser comme carburant pour créer quelque chose de significatif, quelque chose qui transcende notre douleur individuelle et touche d'autres vies. Le poison dans mes médicaments a failli me tuer. Mais au lieu de cela, il m'a donné une nouvelle naissance, un but renouvelé, une voix plus puissante que je n'aurais jamais eue sans cette expérience extrême. Comme je le dis toujours dans mes conférences, parfois, il faut goûter l'amertume du poison pour vraiment apprécier la douceur de la vie. Et parfois, c'est précisément de nos expériences les plus amères que naît notre contribution la plus douce au monde. Je remercie de tout cœur chacun d'entre vous qui a suivi mon histoire jusqu'à la fin. Si vous connaissez quelqu'un en situation vulnérable ou si vous avez été touché par ce récit, s'il vous plaît, partagez-le et aidez à diffuser ce message. Ensemble, nous pouvons protéger nos aînés et transformer les tragédies en objectifs. Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez-nous dans cette mission vitale.